Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Mercredi 21 septembre, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France, Lamia El Arach, conseillère de Paris et porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour à vous. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes tous les mercredis matins dans le Grand Matin Sud Radio aux côtés de Patrick Roger et Benjamin Cauchy. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise après avoir été engagé en politique aux côtés d'Éric Zemmour. Absolument, voilà. Ravi de vous retrouver. Voilà, et vous mettez de côté la vie politique ? Absolument, donc si l'ARCOM enregistre, il n'y a pas de souci. Donc je viens de façon complètement apartisane et mon engagement patriotique maintenant se fait dans l'entrepreneuriat en vendant du Made in France. Voilà, comme ça vous savez tout. Très bien, voilà. Et évidemment la LFI et ses turpitude peut-être pas, mais en tout cas ces déchirements au cœur de l'actualité. On va revenir sur ce qui se passe en Russie également, et puis vos coups de cœur, vos coups de gueule avec vous. Donc Alexis, on va commencer avec vous peut-être. Moi, vous aviez il y avait une petite ironie. Oui, j'avais pas le plan vélo hier m'avait fait, mais bon, ça c'était déjà hier sur 250 millions pour promouvoir le vélo, puisque on n'aura plus de voitures ni électriques ni à essence, ça se paraît compliqué dans le futur qui se profile, et ça m'a fait rire de voir la com mis en branle par le ministre de l'écologie ainsi que Clément Beaune, qui ont fait une sortie en vélo maladroite du ministère. On les voit peu assurés sur leur vélo, et j'imagine, sans casque évidemment, vélo électrique pour faire quelques mètres sur une rue plate dans Paris, en évitant bien sûr les obstacles, puisqu'il y a des travaux partout, avec un agent derrière, et j'imagine deux camions de CRS qui bloquaient la circulation, enfin bref. Là je me dis... On entend le coup de sifflet du policier qui arrête la circulation. pour les laisser sortir. Voilà, donc la com à 2 balles pour dire pédaler, puisqu'il vous restera que ça pour vous déplacer, ça me paraît très compliqué. Donc ça c'était mon coup de gueule d'hier, et aujourd'hui c'était plus sur... Mbappé et le foot business, mais c'était mon édito de tout à l'heure. Ça m'a totalement choqué en fait de voir le bras de fer entre Mbappé et la Fédération française de foot pour le droit à l'image, parce que il décide de savoir quels sponsors vont poser avec lui. Moi, auparavant, je pensais que c'était un honneur d'être sélectionné en équipe de France. Et ben non, avec Mbappé, on apprend que c'est un business comme un autre, et ça, je trouve ça encore plus moche, parce que évidemment, il y a la Coupe du Monde du Qatar. Enfin, en ce moment, le foot entre maraboutage, agression et autres affaires, ça ressemble plus à un épisode des Marseillais qu'à un sport qu'on aime. Mais c'est vrai que l'engagement à géométrie variable d'Mbappé est pour le moins étonnant. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne veut pas faire de pub pour des produits gras, salés, sucrés, ce qu'on peut tout à fait... Très bien. Et bon pour la planète, sauf qu'il n'a pas d'avis sur les jets, et le Qatar, rien non plus. Quoi. Donc voilà. Et puis surtout, on voit très bien que c'est purement business. Enfin voilà, aller faire un bras de fer en disant je ne serai pas sur la photo de groupe de l'équipe de France, mais c'est dingue. Enfin, on a connu pire avec Anelka, remarquez, mais enfin l'équipe de France depuis quelques années, c'est n'importe quoi. Donc et pourtant, voilà, on est champion du monde, et c'était une belle équipe lorsqu'on a gagné la dernière Coupe du Monde. Là, je pense pas que ça va être une belle Coupe du Monde, malheureusement. On verra. Lamia, vous vouliez évoquer la place des femmes en politique ? Oui, tout à fait. Je crois que déjà l'actualité s'y prête, puisque comme vous avez évoqué au préalable les turpitudes actuelles qui touchaient les filles, mais qui en réalité touchent un certain nombre de partis politiques et plus globalement différentes formes d'engagement, et qui posent la question de quelle est la perception en fait des femmes aujourd'hui dans la société, d'une part, mais plus globalement en politique et à des postes à responsabilité. Du côté du PS, on a sorti la semaine dernière une tribune avec un certain nombre d'élus, de militantes, justement pour pointer du doigt la problématique qu'on a vis-à-vis de la parité, la problématique qu'on a vis-à-vis de la représentation des femmes en politique. Pour la première fois à l'Assemblée nationale, le groupe socialiste a opéré un recul, c'est-à-dire qu'on était un groupe paritaire à 50-50 sur la présente mandature, et aujourd'hui on est à moins d'un tiers. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte électoral pour le moins compliqué, c'est un euphémisme, qu'il y a eu des négociations complexes autour de l'accord que chacun connaît, et les premières qui ont trinqué, passez-moi l'expression, c'est les femmes en politique. Et ça, à mon sens, ça relève de plusieurs dynamiques. La première, c'est la sous-représentation des femmes dans un certain nombre d'instances, et notamment dans un certain nombre de cercles de négociation. C'est la question de comment est-ce qu'on se représente les femmes dans la société avec un système
extrêmement patriarcale, où il y a des choses que nous-mêmes on a intégrées en tant que femmes, en tant qu'hommes, dans nos représentations et dans nos modes d'interaction. Et enfin, une charge mentale qui a tendance à davantage peser sur les femmes. On le voit sur les inégalités salariales, on le voit sur, par exemple, les négociations salariales. Une femme à poste équivalent, compétences équivalentes, va demander moins d'augmentation qu'un homme. Ouais. Donc voilà, c'est toutes ces dynamiques-là qui, moi, commencent vraiment à m'énerver. Je crois que je ne suis pas la seule. Il y a aussi aujourd'hui une génération qui a envie de dire, en fait, on en a ras-le-bol. Ouais. Aujourd'hui, on veut l'égalité, on la veut maintenant, l'égalité salariale, l'égalité de poste, l'égalité de tout, en fait, parce que pour le coup, on estime peser autant que les hommes dans la société et aussi dans nos organisations de vie, dans nos organisations familiales. Ouais. Donc il faut maintenant que ça bouge, et en l'occurrence, les partis progressistes de gauche, les partis républicains, ont une responsabilité très importante là-dessus. Et quand je vois ce qui est en train de se passer dans la scène politique aujourd'hui à gauche, que ce soit chez les Verts, chez LFI, mais plus globalement dans les différents partis, je me réjouis pas de ce qui est en train de se passer, parce que je pense que c'est une image très négative. Ça marque aussi peut-être la fin d'une époque. Oui et non, parce qu'on l'a dit au moment où il y a eu MeToo, où on s'est dit ça y est, la parole se libère, les femmes vont être entendues, parce que c'est pas tant la libération de la parole que ce qui s'y passe et comment est-ce qu'on le prend en compte. Regardez l'affaire PPDA. La une de Libé, elle est absolument épouvantable. Et pour autant, il y a toujours des gens pour s'élever et dire non, mais c'était ça va, c'était juste une main aux fesses, ou c'était juste une gifle, c'est pas une vraie femme battue. Mais enfin, à quel moment on considère qu'on peut dire ça? Est-ce que vous iriez, messieurs, dire ça à vos filles? Non, je crois pas. Et je crois pas que ce soit la société dont vous ayez envie pour vos filles, pour vos petites filles demain. Parce que moi, ce que j'ai envie de pouvoir dire à ma fille, c'est en fait, tu peux prétendre exactement la même chose que ton frère. Je crois que c'est la société qu'on doit construire ensemble. Bien sûr. Oui, Benjamin Cauchy. Un point sur l'égalité homme-femme. Je pense que ce débat qui est juste et légitime ne doit pas s'arrêter aux frontières de ce que vous appelez la gauche. Et bien au contraire, je crois que dans les partis de droite, qui sont à droite de l'échiquier d'Emmanuel Macron, il y a une tendance lourde aussi à une prise en compte, et on le voit bien lors des dernières élections présidentielles. Valérie Pécresse ou Marine Le Pen, ce sont deux femmes qui ont porté les couleurs et certaines idées pour ces élections présidentielles. Donc je crois effectivement que le chemin est à parcourir, mais des deux côtés. N'enfermons pas cette idée d'égalité homme-femme avec le progressisme et donc la gauche. Ça serait une malhonnêteté intellectuelle. Je crois que l'indispensabilité de faire une égalité homme-femme doit être transpartisane. Ça, je voulais vous dire. Et que donc, si vous appelez ça du progressisme, il faut que sur, en tout cas, l'égalité homme-femme, la droite doit être un peu plus progressiste. Si ça peut vous plaire. J'ai dit des partis progressistes et républicains. Et républicains, absolument. Bien sûr, évidemment. Mais ça doit vraiment être transpartisan. Je me demande, c'est qui de l'œuf ou la poule? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les partis politiques qui doivent être exemplaires? Ils doivent l'être, évidemment, mais est-ce que c'est eux qui amorcent quelque chose, ou est-ce que les partis politiques ne sont pas finalement le reflet de la société dans laquelle nous sommes? Et qu'à partir du moment... Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est important et fondamental de promouvoir la parité dans les instances politiques et institutionnelles, c'est évident, parce que évidemment ça donne le là, mais la société, ça n'est pas que les instances politiques, les entreprises, les métiers, les filières professionnelles. Regardez un exemple très très simple, très très bête. On parle beaucoup en ce moment de la pénurie de main-d'œuvre dans les transports publics. Il y a 95% d'hommes conducteurs aujourd'hui, parce qu'il y a une barrière mentale, psychologique, qui fait que les métiers du transport, les métiers de la logistique, ce ne sont pas des métiers qui sont pour les femmes. Et à quel nom, de quel droit? Donc, c'est pas simplement les postes à responsabilité, c'est pas simplement les conseils d'administration, c'est pas simplement les partis politiques, c'est toutes les strates, toutes les filières, tous les secteurs de la société qui doivent s'ouvrir aux questions de parité et bouger. Et quand on aura réussi cela dans toute la société, j'ose espérer que les partis politiques seront le reflet de cette société-là. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant, et puis je voudrais qu'on évoque encore et toujours la situation à l'hôpital avec le témoignage de Madeleine Riffaut, absolument effrayant. Et puis évidemment, on parlera de ce qui se passe à la France Insoumise. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Pierre Licia, Lamia El Harraj, Alexis Poulain et Benjamin Cauchy. Oui, je voulais vous faire entendre, c'est un témoignage terrible et hélas banal, mais c'est la résistante Madeleine Riffaut. Elle a 98 ans, elle a adressé une lettre au directeur de la PHP pour lui témoigner de ce qu'elle a vécu, Elle a passé 24 heures sur un brancard, écoutez. Je suis stupéfait de voir des dizaines de personnes hallucinées
je faisais des espèces de regards. Ça a duré 24 heures. J'entendais crier. L'infirmière s'est portée. Disait, ça arrive, ça vient. Mais elle ne venait pas. Moi, j'étais au milieu de la foule. Une dame, comme tout le monde. J'entends dire autour de moi. Mais pourquoi on a envoyé cette pauvre femme ici? Elle vient d'avoir 98 ans. On les prend plus. Maintenant, on trie. Ah, j'ai dit, c'est ça, l'urgence maintenant. Voilà, vous pouvez lire son témoignage, hein. Vous tapez Madeleine Riffaut, vous lirez sa lettre absolument terrible. Elle a attendu 12 heures pour obtenir, dit-elle, la moitié d'un verre d'eau. Elle raconte que des gens sont refusés aux urgences. Je pense que vous avez ce témoignage aussi, Lamia. Elle est aveugle, elle raconte le froid, la faim, le cri des autres malades. Les infirmières qui n'en peuvent plus, elle ne les accable pas, qui disent j'arrive, mais elle dit personne ne vient jamais. Et elle se retrouve ensuite dans une clinique. Enfin, ce qu'elle raconte est ce qu'on a tous vécu quand on a un proche qui est tombé malade. C'est mon cas, c'est votre cas, Lamia. Racontez-nous. C'est ce que vous nous avez raconté pendant la pub est absolument sidérant. Mais c'est absolument sidérant, c'est-à-dire qu'on est arrivé aujourd'hui face à un service public qui est absolument à bout de souffle, sauf que le service public, déjà, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, 2, c'est ce qui permet de garantir en fait une société où chacun est en capacité de trouver sa place. Moi, j'ai un petit garçon de 6 ans, c'est ce que j'étais en train de vous dire, qui est tombé à l'école, mais assez gravement, puisqu'il a eu une triple fracture du bras, à savoir avec un double déplacement, donc à savoir que son bras faisait un V, concrètement, son avant-bras gauche. Et donc, on a patienté évidemment très longtemps aux urgences. Il devait être opéré en urgence, mais ce n'était pas une urgence vitale. Donc, comprenez par là qu'il n'est pas en train de mourir de façon imminente. Donc, il a fallu attendre 3 jours pour qu'il soit pris en charge. Et il a été pris en charge parce que, je vous cache pas qu'avec son papa, on a été extrêmement véhément à l'hôpital en exigeant qu'il soit pris en charge. Aucune prise en compte de la douleur de l'enfant, aucun antalgique. On nous a dit circulez, il n'y a rien à voir, rentrez chez vous, ça va bien se passer. C'est inacceptable. C'est un défaut d'organisation des soins. Moi, je ne remets pas en cause la compétence professionnelle des équipes. Et je sais bien, pour avoir échangé avec eux, qu'ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Simplement, quand vous avez, et sachez-le, mesdames, messieurs, si vous avez des enfants en bas âge à Paris, il y a 2 blocs de pédiatrie ouverts les soirs et week-ends, à savoir Debré et Trousseau. Donc, ça veut dire que si votre enfant a un problème, en gros, croisez les doigts, faites ce que vous pouvez et priez très fort si vous êtes croyant, quoi. Et ça, c'est inacceptable. On est en France en 2022. Moi, je n'accepte pas que ça puisse se passer comme ça. Et pour le coup, cette affaire aura des suites, évidemment. Vous allez porter plainte. Oui, bien sûr, c'est un défaut d'organisation des soins. Et on est à Paris. Moi, j'ai de la famille en province. En province, quand vous êtes isolé, que vous avez des hôpitaux où il n'y a, par exemple, pas de neurologue, enfin, qui ne peuvent pas vous prendre en charge, vous tombez dans des situations ahurissantes. Pierre Licia. Je dis ça parce qu'on est sur Sud Radio, mais il ne faut pas croire que Paris, parce qu'il y a une grande concentration en termes de nombre de médecins, d'hôpitaux, Paris, c'est le premier désert médical français. Alors ça peut faire bondir, parce qu'on dit toujours, oui, dans les provinces en région, dans les territoires un peu enclavés, dans les territoires ruraux. Mais Paris, quand vous prenez l'offre de soins disponible rapportée au nombre d'habitants, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que d'avoir un rendez-vous avec un généraliste. Le nombre de généralistes qui disent mais nous on prend plus de patients, vous êtes un nouveau patient, on prend plus de patients. À Paris ça devient très compliqué. Sur les urgences, et c'est le problème quand vous êtes dans un désert médical, c'est que les urgences apparaissent bien souvent comme la dernière solution pour une prise en charge de soins. Quand il y a un bras cassé d'un enfant, qu'est-ce que vous faites? Quand il y a un bras cassé, évidemment. Mais le problème, c'est que toute la bobologie qui devrait arriver en médecine de ville, mais qui n'est pas prise en charge en médecine de ville parce qu'il n'y a pas de solution d'accueil, elle arrive aux urgences. J'ai passé il y a 4-5 ans une journée complète aux urgences d'Argenteuil. Une journée complète aux urgences, de 7h du matin à presque minuit, pour rencontrer les personnels, pour voir comment ça fonctionnait. Je peux vous dire que les personnels, ils sont dévoués. Mais vous avez une thrombose des urgences parce que, je ne vais pas caricaturer, mais il y a quand même une forte tendance à ce que tout ce qui relève de la bobologie arrive aux urgences, parfois même avec plusieurs jours de retard. Oh bah j'avais mal au bras, et puis du coup j'ai laissé passer le week-end, j'ai laissé passer la fin des vacances, et maintenant je viens aux urgences. Le problème, c'est qu'aux urgences, vous êtes obligé de prendre
en compte, non pas de traiter tout de suite, mais de prendre en compte, d'accueillir le patient et ensuite de trier. Il y a une première zone de tri. Oui, mais... Et vous pouvez pas refuser les patients. C'est très compliqué pour un service d'urgence de dire non, vous on considère que c'est de la bobologie, on vous renvoie chez vous. Un mal de ventre, on considère que c'est de la bobologie, mais on est quand même obligé de faire passer une radio, un scanner, quoi que ce soit, parce que sinon c'est la responsabilité de l'hôpital. Donc il y a un défaut, il y a une thrombose des urgences parce que dans les zones désertiques médicales, il n'y a pas suffisamment de médecins de ville. Donc c'est tout le système, tout le maillage territorial de santé qu'il faut revoir, pas simplement l'hôpital. L'hôpital évidemment, mais le système de soins aujourd'hui en France est à revoir. Oui, mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'il faut faire Alexis, c'est pas nouveau. Le problème, c'est que c'est pas nouveau. Mais non, mais le problème, il est les médecins qui vous racontent qu'ils passent leur journée à appeler pour trouver des lits pour hospitaliser les malades. Le problème n'est pas neuf. C'est à partir du moment où on met en place l'hôpital de flux grâce au cabinet de conseil. Et puis l'idée, c'était simplement de dire oui, l'hôpital ça coûte cher, faisons des partenariats publics-privés et faisons de l'hôpital un lieu de passage rapide. Et évitons de voir ça. Il faut voir la terminologie, la façon dont tout ça a été mis en place depuis des années. C'est pas Emmanuel Macron qui est responsable. Non. Lui récupère un secteur et avec son talent habituel, il fait du blabla. Donc c'est le rapport flash de François Braun. Ça va être un grand truc sur la santé où tout le monde va parler pour rien dire. Et au final, on se retrouve avec le mieux, c'est de fermer les urgences le week-end. Que voulez-vous, ma bonne dame. Donc rien n'est fait. C'est-à-dire que le constat des urgentistes, il est fait depuis des années. Ils demandent des moyens, ils demandent des bras, ils demandent tout simplement de l'argent. Or, quand vous êtes à la tête d'un État endetté comme la France, que les services publics sont en train d'être tout simplement saccagés parce que il y a plus d'argent, vous faites semblant et vous dites aux gens, essayez de faire pareil, voire mieux avec moins. Mais ça marche pas. Surtout dans la santé, surtout dans les métiers du soin, que ce soit le grand âge, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, c'est des métiers où on a besoin de gens. Le transport, là on se rend compte qu'il n'y a plus de conducteurs de bus et pourtant on nous pousse à prendre les transports en commun, mais c'est formidable. Donc tout est fait. Ce que nous racontait hier vous appelez ça comme vous voulez. Qui voulait aller dans l'Essonne voir ses parents dimanche midi. Il n'y avait pas de train. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a plus de conducteurs. Parce qu'on a s'appelle le statut des cheminots, donc c'est pas un métier que les gens veulent faire. Parce que pareil, conducteur de bus, on en parlait, c'est pas un métier que les gens veulent faire. Et tout est à l'envie, c'est-à-dire que là, vous appelez ça comme vous voulez, tiers-mondisation, effondrement, mais notre pays est en train de s'écrouler sous nos yeux avec des responsables politiques qui sont incapables de faire quoi que ce soit parce que c'est la dette, ma pauvre dame. Oui, je pense que ça va au-delà de la dette. Non, ça va pas au-delà. Rappelez-vous Emmanuel Macron qui était face à une soignante excédée qui disait mais faites quelque chose. Vous comprenez, on peut pas comme ça dépenser de l'argent magique. Rappelez-vous, c'était avant le Covid. Il y a quand même un défaut d'anticipation, que ce soit sur l'éducation nationale, sur le système de santé. On sait maintenant depuis 30 ou 40 ans, le phénomène, la démographie, c'est quand même un outil qui nous permet aujourd'hui d'anticiper le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population nous permet de savoir que il va y avoir un accroissement de la demande de soins d'ici 30, 40 ans. Ça, c'est des choses qui sont anticipables, mais qui n'ont pas été. Et là, c'est pour ça que effectivement, c'est pas Macron aujourd'hui hérite de cette situation-là, mais ça n'a pas été fait. L'ouverture, faire péter le numerus clausus pour essayer de faire venir avoir un peu plus de médecins. Comment ? Il n'y a pas de place dans les le manque d'attractivité du métier de médecin aujourd'hui, il est réel. On parlait des transports, routiers, de transports en commun, mais il y a d'autres filières où il y a aujourd'hui moins de main-d'œuvre. Sur l'hôpital public, il y a deux choses, et ça serait malhonnête intellectuellement qu'on ne les dissocie pas. Le fait qu'il y ait de plus en plus de chirurgie dite ambulatoire, le fait qu'il y ait, comme vous dites, Alexis, une médecine de flux, c'est pas forcément ce qui est véritablement dommageable. Il y a effectivement des soins qui nécessitaient pas forcément une hospitalisation avec des nuitées. Donc là, on peut effectivement comprendre cette volonté de rationaliser. Après, le problème, c'est le paiement à l'acte qui a fait effectivement que du coup, ils ont voulu créer un turnover beaucoup plus important et des taux de remplissage beaucoup plus importants. Ce qui pose problème dans l'hôpital public, c'est son administration. C'est pas tant les moyens qui y sont dispensés. Il y a quand même eu plus de 10 milliards qui ont été lâchés, je crois, durant le dernier quinquennat, parce qu'il y avait eu quand même un grand
un grand appel au secours, c'est l'ARS, ce sont les ARS. 35% de la masse salariale de l'hôpital public en France sont des fonctionnaires qui sont dans des fonctions support, dans des fonctions logistiques, et donc c'est là, je pense qu'il y a véritablement un travail à fournir, qui est de se dire peut-être à équidépense, parce que nous avons une contrainte budgétaire qui est extrêmement forte. Comment réallouer des ressources humaines et donc revaloriser les métiers. Le numerus clausus, ça mettra encore 6 ans, 7 ans à ce qu'on en voit les bouts, mais en tout cas dans les IFSI, les instituts de formation et soins infirmiers, là pour le coup la revalorisation salariale et la réattractivité du métier, là il y a un enjeu. Mais ne tombons pas dans cette caricature de dire l'ambulatoire c'est mauvais. Renforcer les missions des infirmiers et des infirmières, faire des actes quasi médicaux, en tout cas voilà. Aujourd'hui il y a une levée de bouclier de certains médecins pour ne pas que les infirmiers et les infirmières puissent réaliser certains... Et enfin sur les urgences en zone rurale, moi qui habite à une vingtaine de kilomètres, à 23 de Toulouse, donc je peux vous dire que quand il y a un bobo, on s'arrange rapidement pour soit un médecin ou soit un peu de Doliprane dans la... Mince, j'ai cité du paracétamol dans la pharmacie maison. Mais sinon, effectivement, on a des difficultés pour tous les gens qui habitent dans un rayon de 25, 30, 40 kilomètres, et je pense notamment aux personnes âgées, à trouver des solutions de soins, ne serait-ce que par des maisons médicales ou par des médecins généralistes. Vous parliez de Paris à juste titre, mais je peux vous assurer qu'en province, on ne peut pas plus ça, la province d'Occitanie, on manque de médecins. Donc partout, on en manque partout. Voilà. Donc on en parle fortement parce que c'est Paris, mais voilà. Je pense qu'il n'y a pas que Paris. Vous avez tout à fait raison. Il y a plusieurs dimensions dans ce que vous évoquez. L'incapacité d'anticiper. Moi, je vous rejoins complètement là-dessus. C'est-à-dire que on a un certain nombre de problématiques vis-à-vis des services publics qui sont vraiment dramatiques. Là, on parle de l'hôpital. Les enseignants, je vous rappelle que maintenant on fait du speed dating d'enseignants recrutés en 30 minutes, formés en 4 jours. Et c'est ça qu'on met devant nos enfants, c'est-à-dire les citoyens de demain, les adultes de demain, et on considère que c'est pas grave. Le secteur de la petite enfance, on n'arrive pas à recruter des auxiliaires de puériculture ou du personnel adapté. Donc qu'est-ce qu'on dit ? Baissons le niveau de diplôme. C'est comme ça, les AVS, les AESH, les enfants en situation de handicap. Moi, je vois, j'ai été interpellée par des parents qui n'ont pas d'aide aujourd'hui. Tout à fait. Moi, j'ai été interpellée par des parents dans le 20e qui me disent mon enfant, parce qu'il est en situation de handicap, ne peut pas faire sa rentrée scolaire. Ce n'est pas acceptable. On est en train de niveler par le bas, considérant qu'on n'arrive pas à trouver de solution, mais c'est pas grave, on va baisser le niveau d'études, on va baisser le niveau de qualification, on va augmenter le nombre d'enfants, par exemple, par encadrant au niveau des crèches, mais enfin, 16 enfants non marchands pour un professionnel, c'est inacceptable. Mais c'est dangereux, c'est pas inacceptable, c'est dangereux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la question de la dette, vous avez raison, mais à un moment, il y a aussi l'ambition qu'on porte pour le pays, l'investissement qu'on a envie d'y consacrer et l'avenir qu'on a envie d'octroyer. C'est pour ça qu'on parle de réallouer de ressources. À nos enfants. On peut trouver un compromis entre la réallocation de ressources et un meilleur service. Il y a la question de réallouer les services, mais surtout, quelle vision on a envie de porter pour les services publics. Et celle d'Emmanuel Macron, c'est la case du service public. Il faut le dire, c'est un libéral assumé. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Et nous débattons avec vous. On va revenir sur ce qui se passe à la France Insoumise. Juste ce message reçu d'une auditrice. Depuis un mois, je cherche un rendez-vous chez un dermatologue à Metz pour une personne âgée. Plus de rendez-vous et ne prennent plus de nouveaux patients. Aller à 50 km pour une personne âgée. Voilà où on en est. C'est un exemple parmi des centaines. J'espère que le témoignage, alors la PHP a répondu à Madeleine Riffaut en disant que pas du tout. Elle était arrivée à 12h10, elle a été vue à 12h20 et les examens faits à 12h45. Donc c'est bien. Puisqu'on parle des régions, est-ce que vous savez comment on surnomme la sécurité sociale en Corse ? Non. On la surnomme Air France. Parce que bien souvent, vous n'avez pas de soins dispo sur l'île et donc on vous envoie à Marseille. Et qui c'est qui paye les billets d'avion ? Qui c'est qui paye le transport ? C'est la sécurité sociale. Ouais. Donc vous voyez le gouffre financier que c'est pour du soin. Et parfois, du soin, c'est pas de haute intensité. C'est-à-dire il y a des soins de base qui ne sont pas dispo sur l'île. Allez, vous avez la parole. Donc je la garde. Je vais la garder sur... C'est évidemment un coup de gueule parce que je voudrais parler de l'affaire Quatennens et je sais ça va être au menu de nos échanges. Mais moi, il y a quelque chose qui me choque profondément, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on peut faire un communiqué pour finalement... Alors, évidemment, se draper dans tous les habits de vertu et de courage en disant la transparence, le courage de vous annoncer que j'ai giflé ma femme, et derrière d'essayer de
Si je l'ai bousculé. Non, mais il n'y a pas de circonstances atténuantes, en fait. Comment est-ce qu'en 2022, on peut chercher des circonstances atténuantes lorsqu'on cogne sa femme? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'un député de la République puisse considérer que c'est un acte de bravoure et de courage que d'avouer cela. Non, c'est un acte de lâcheté profonde. C'est insupportable. Et de voir derrière l'ensemble de certains de ses soutiens qui saluent justement ce courage, c'est juste insupportable. Parler de Jean-Luc Mélenchon. Alors, est-ce que il y a peut-être une chose positive. Peut-être que j'anticipe sur notre débat. Peut-être une chose positive dans cette affaire, c'est que cette affaire-là peut marquer la fin de la domination de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Quand on voit la façon dont la France Insoumise, hier, en conférence de presse à l'Assemblée, le groupe France Insoumise, a réagi à une question qui est, pardonnez-moi, enfin, il ne faut pas être né de la dernière pluie pour s'imaginer un instant que cette question va être posée. Et donc il faut à minima avoir une réponse peut-être un peu bateau pour botter en touche et pour se prémunir contre ça. Non, c'est-à-dire que la France Insoumise, le groupe France Insoumise, les parlementaires France Insoumise aujourd'hui sombre avec Jean-Luc Mélenchon. Donc je me dis, peut-être que cette affaire va faire enfin ouvrir les yeux à tout le monde, peut-être que la gauche va enfin pouvoir se relever et tourner la page de Jean-Luc Mélenchon, et c'est un homme de droite qui vous le dit. Mais en tout cas, ils étaient très très mal à l'aise. Cette conférence de presse était un naufrage absolu. Je ne sais pas qui les conseille et qui leur a dit de faire une conférence de presse aussi mal préparée alors qu'ils sont sur des charbons ardents. C'était un moment d'une gêne absolue, c'est-à-dire que chacun se regardait. C'est énorme. Non, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que personne ne voulait prendre la parole, ils se regardaient en disant t'y vas, j'y vais, je dis un truc en disant c'est peut-être votre question mais c'est ma réponse, ça c'est du Georges Marchais dans le texte. Enfin, c'était lamentable et l'impossibilité de couper enfin le cordon ombilical qui les relie à Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas géré. Enfin, non, mais visible, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un énorme malaise que beaucoup n'ont pas retweeté, n'ont pas soutenu Jean-Luc Mélenchon, et qu'hier, quand on entend Danielle Obono, moi, j'ai pas très bien compris ce qu'elle a dit. Elle non plus. Elle a essayé de remplir en disant personne veut y aller, je vais dire un truc, et puis. Et Clémentine Autain hier, qui était sur BFM, je sais pas si vous avez vu cette intervention qui était démente, parce que en défense, c'était d'accuser, de dire oui, nous, ok, mais alors les autres, c'est encore pire. C'est pas une. Lamia, qu'est-ce que vous en avez pensé, Lamia Larage? Moi, je n'ai pas perçu en fait le communiqué de presse d'Adrien Quatennens comme vous, parce que, ou alors je l'ai peut-être mal lu. C'est pas tant son communiqué de presse qui me choque. Évidemment que ça me choque, les faits me choquent. Je veux dire, en 2022, effectivement, notamment quand on est responsable politique, notamment quand on se revendique féministe, quand on défend les femmes, quand on défend les droits des femmes, apprendre des choses comme ça, c'est effectivement extrêmement choquant. Et le temps de la justice, j'espère, viendra très vite. Ce qui m'a plutôt choqué, c'est les réactions en fait autour de son communiqué de presse. Celle de Jean-Luc Mélenchon, je vous avoue, je m'en remets toujours pas. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire un communiqué de cette façon-là sur une situation si dramatique. Et effectivement, le malaise perceptible chez LFI, mais aussi chez l'ensemble de ses partenaires. Je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre Licia, les partis politiques sont le reflet de ce qui se passe dans la société, malheureusement. En revanche, je crois qu'on a un devoir d'exemplarité, notamment quand on est progressiste, quand on est de gauche, quand on se revendique du camp républicain, quand on se revendique des égalités et des combats en faveur des égalités. On a un devoir d'exemplarité. Donc oui, aujourd'hui, quand on est un responsable politique et qu'on a commis ce type d'acte, si la justice tranche dans ce sens-là, et a priori son communiqué est plutôt, je dirais, un aveu de ce qui s'est passé, derrière, ça pose la question de la légitimité à porter la parole publique au nom d'un parti qui se revendique de ça. Donc des missions pour vous, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'il peut rester député? Sincèrement, j'en sais rien. Sincèrement, je n'ai pas tranché, moi, cette question-là à ce stade. C'est une réflexion aussi qui émerge avec cette situation, parce que je me dis, tu peux pas défendre les droits des femmes, tu peux pas te revendiquer d'un parti politique en responsabilité, prendre la parole publiquement. Je trouve que c'est une insulte aussi qui est faite à toutes les femmes victimes de violences intrafamiliales, à tous les enfants, parce qu'il y a aussi énormément d'enfants victimes de violences intrafamiliales et qu'on peut pas leur renvoyer ça à la figure. Donc aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Nous, au sein du Parti socialiste, la question va aussi se poser. On a une phase de congrès qui s'amorce, et je pense que ça va être
être l'occasion de se poser la question, nous, comment on va prendre en compte ces problématiques-là, qui sont inacceptables aujourd'hui, et qu'il y a le temps de la justice, mais il y a aussi le temps de la représentation politique et de la parole portée au nom du parti dont on se revendique, et qui, moi, me pose clairement problème. Je vous lis le tweet de Daniel Obono aussi, qui était Adrien n'est selon moi ni un salaud ni un héros. Les violences conjugales sont une réalité systémique d'une terrible banalité à laquelle nous ne devons pas plus nous habituer. Ni un héros ni un salaud. Et hier, Clémentine Autain a demandé à ce qu'on le considère comme un être humain. Oui, Daniel Obono a aussi dit qu'elle n'était pas Charlie et qu'elle se revendiquait pas de ce camp-là. Oui, alors, je dirais qu'à minima, il y a une affaire dans l'affaire, en fait. Il y a effectivement ce qui est impardonnable de la part d'Adrien Quatennens, c'est là l'ensemble de la classe politique et de l'opinion publique s'accorde à dire qu'il a fait une bêtise et qu'elle est entre les mains. Non, mais pardonnez-moi. Le mot bêtise Pardonnez-moi, le mot est mal choisi et qu'il a fait un acte impardonnable et que la justice s'en est saisie. Donc ça, c'est une première affaire. La deuxième affaire, c'est effectivement, j'ai l'impression, la course à l'héritage de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a fait une erreur, une faute politique en soutenant prioritairement Quatennens, Adrien dans ce drame familial au lieu d'avoir une pensée évidente pour l'épouse de Mme Quatennens. C'est une erreur, c'est une faute politique. Je pense que cette faute politique pourrait être largement rattrapée par un tribun comme Jean-Luc Mélenchon en faisant une conférence de presse et en expliquant qu'il s'est planté et que bien évidemment la cause féminine est majeure. Il pourrait être capable de le faire. Moi, ce que je constate surtout, c'est que la gauche aujourd'hui et les amis de Jean-Luc Mélenchon profitent de cette occasion pour lui préparer son enterrement politique. Donc la réforme des retraites, j'ai l'impression qu'elle est surtout mise en route pour Jean-Luc Mélenchon au sein de la France insoumise actuellement. Ce matin, il y avait un article qui disait qu'il n'était pas si catégorique sur le fait qu'il ne se représenterait pas à la prochaine élection présidentielle. Oui, il maintient le suspense, mais on voit bien hier, lors de cette conférence de presse absolument lunaire, où finalement, il y avait un collectif pour défendre la France insoumise, mais il n'y avait aucun porte-parole de Jean-Luc Mélenchon dans cette conférence de presse. Ouais, il y avait aucune incarnation. C'est sûr, c'était le fantôme, quoi. Imaginez la conférence de presse avec Mélenchon qui se défendait, c'était pas du tout la même chose que ce fiasco qu'a été cette conférence de presse. Donc, l'organisation du groupe France Insoumise va prendre du temps sans Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée, et après ça, je sais pas comment ils vont avancer, parce que la réponse d'Adrien Quatennens, en fait, elle convient à personne. C'est-à-dire de dire qu'il se met en retrait de son rôle, mais qu'il reste député, donc il est payé à rien faire finalement. Enfin, on se demande en quoi c'est entendable. Et puis c'est pas non plus entendable de dire que il va finir sa carrière politique sur un fait c'est privé. La justice de trancher. La morale, ok, mais voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que l'idée de tout réduire à la morale en politique, alors excusez-moi, mais je pense que l'Assemblée devrait être vidée de ses 3/4. Oui. Compliqué. Mais il y a un problème de cohérence à dire. Au regard de ce qui s'est passé et de ce que j'ai confessé, je me mets en retrait de mes fonctions au sein de la France Insoumise parce que je considère que je ne peux plus parler au nom d'un parti politique, mais continuer à parler au nom d'une émanation de la souveraineté populaire qui est son fauteuil à l'Assemblée nationale. Je veux dire, à un moment, soit on considère qu'on n'est plus légitime pour parler au nom d'un collectif, et donc si on ne l'est plus pour parler au nom du collectif France Insoumise, on ne l'est pas non plus pour parler au nom du peuple France. Je veux dire, à un moment, c'est en ça que ça pose un problème de cohérence. La difficulté à l'Assemblée nationale, c'est que on ne peut pas licencier un député. Les députés sont élus et siègent par la volonté du peuple. On ne peut pas exercer la moindre pression sur eux et les contraindre à démissionner. Ça pose une question pour lui de conscience, en fait, de conscience. Puis-je continuer à siéger encore 4 ans, un peu plus de 4 ans et demi, dans un parlement dans lequel je suis amené à légiférer, notamment sur ces questions-là. Je ne sais pas. S'il transforme cet acte, s'il transforme cet acte délictuel vis-à-vis de sa compagne en force politique, en disant j'ai fait une connerie illégale, je pourrais faire le choix de payer en me retirant de la vie publique, ou alors au contraire mon engagement sera désormais consacré uniquement à cela, et il vous retourne la tête. Donc il faut faire attention aussi
aussi la vie politique. Et ça serait parfaitement légitime d'avoir quelqu'un. Vous savez, il y a tellement d'anciens repris de justice qui font des conférences dans les lycées pour dire tout le mal qu'ils ont pu faire avant. Des gens qui rattrapent. Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale. Mais pire que ça, Éric Zemmour a été condamné pour des choses que Gérald Darmanin communique dans des tweets aujourd'hui. C'est pire que ça. C'est autre chose. Attendez, on parle de violence. Il y a un député qui s'appelait Majib El Guirab qui avait frappé, qui avait failli tuer un élu socialiste, Boris Faure. Il a été condamné à 3 ans de prison récemment. Lui, il a gardé son mandat de député. Il n'a pas eu de problème moral par rapport à ça. On parle de quelqu'un qui a failli tuer quelqu'un à coup de casque de moto. Enfin, c'est dingue. Donc attention, voilà, c'est pour ça que l'idée de morale. Mais à côté de ça, on demande à un ministre de la République de démissionner parce qu'il a mangé des homards à l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Mais on est dans une ère. Bien sûr. Pardon, mais on est dans une ère de la. On est aussi dans une ère de Rugy. On est dans une ère de la mia et la rage. Je vais réussir à finir ma phrase. On est dans une ère aussi de la démagogie. Moi, j'avoue, quand j'ai lu le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon, j'y ai pas cru. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est une mauvaise blague. J'ai loupé le premier. J'ai loupé le premier peut-être. C'est le second. Voilà, j'ai loupé quelque chose. Et ensuite, j'ai regardé un peu les réactions sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, j'évoquais dans mon coup de gueule la question de la société patriarcale et des constructions. Et je veux pouvoir juste l'expliquer en 2 secondes, si vous me le permettez. J'ai lu un commentaire qui disait « Non mais ça va, c'est pas une vraie femme battue, c'est juste une gifle. » Mais ça va, c'est pas si grave que ça. Dans une dispute de couple, ça peut arriver de se bousculer. Non mais ça va, il a juste voulu regarder sur son téléphone. Il y a une forme de minimisation de la parole de la victime. Il y a une banalisation des faits qui sont opérés. Et à aucun moment, on prend en compte le fait qu'à un moment, cette femme, certes, n'a pas voulu la médiatisation, mais a été faire la démarche de déposer une main courante. Ça veut dire que non seulement elle se sent victime, mais suffisamment victime aussi pour demander à ce qu'à un moment, ce soit inscrit dans le marbre d'un dépôt de plainte ou d'une main courante. Donc il y a un problème. Et il y a un problème dans la société, dans ce qu'on se représente, nous, autour de nous, sur cette question des violences faites aux femmes. Donc aujourd'hui, la question un peu polémique que je vais poser, c'est est-ce que réellement Jean-Luc Mélenchon a été pris par son affect pour Adrien Quatennens et s'est laissé emporter, ou est-ce qu'à un moment, c'était pas de reprendre cette parole plutôt globale, on va dire peut-être très répandue, beaucoup plus que ce qu'on peut l'imaginer dans la société, de dire que finalement c'est une affaire de couple, c'est du ressort du privé et ça peut arriver. Oui. Non mais c'est vraie question. On marque une pause et on se retrouve dans un instant, tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, les médias ensuite avec Gilles Gansman. On n'a pas fait votre coup de gueule, Benjamin Cauchy. Oui, alors ça sera certainement pas un coup de cœur. Alors un coup de gueule évidemment, c'était pour parler de la, comment dirais-je, de l'intervention macronienne hier à l'ONU. Alors si on doit parler de la forme rapidement, c'était extrêmement ferme, un peu va-t-en-guerre, et malgré la sémantique pacifiste que j'ai pu déceler, le chemin de la paix, trouver des solutions pour la paix, j'ai noté quand même qu'une des solutions de la paix était de fournir un soutien militaire, dixit, à l'Ukraine. Donc j'ai trouvé ça déjà assez paradoxal. Je n'ai pas une seule fois entendu le mot cessez-le-feu. Donc ça, c'est ce qui concerne la relation avec la Russie. Et Emmanuel Macron hier s'est érigé en porte-parole de l'OTAN, finalement bien plus que le porte-parole de la France, parce que je n'ai pas trouvé de voie diplomatique différenciée de celle de Joe Biden. Je regrette aussi qu'il n'ait pas eu un mot pour la Chine, qui malheureusement, et ça les Américains ne l'admettront jamais, mais la France pourrait l'admettre, qu'elle a sans doute un rôle à jouer pour calmer les Russes, calmer les Russes tout simplement. La deuxième chose concernant la chose à l'ONU, c'est que Emmanuel Macron s'est érigé en chantre de la suppression du charbon et de l'exploitation du charbon. Donc là encore une fois, ça m'a amusé quand on sait qu'il est l'organisateur du démantèlement du parc nucléaire français, qu'en étant détenteur à 85% d'EDF, l'État a quand même bien insufflé la DRH d'EDF en leur demandant d'embaucher des ingénieurs pour démanteler et fermer les centrales au lieu de les continuer à les maintenir. Donc j'ai trouvé finalement sur la voie diplomatique très incantatoire, mais finalement pas beaucoup de solutions et de volonté véritablement d'être pacifique et trouver une démarche de sortie de guerre. Dire que Vladimir Poutine fait d'une mascarade électorale ne va pas forcément dans le sens de l'apaisement. Voilà. Donc
Est-ce que Vladimir Poutine va lui-même dans le sens de l'apaisement quand il menace d'aller d'utiliser tous les moyens, sous-entendus l'arme nucléaire? C'est la réponse évidemment qui était inévitable face à l'augmentation de la pression internationale. Vladimir Poutine se renferme sur lui-même, mobilisation partielle et puis utilisation de toutes les armes, donc y compris nucléaire. Encore une fois, c'est cette menace nucléaire qui pèse sur nos têtes. Moi, je suis quand même relativement déçu de cette Assemblée générale de l'ONU qui n'était pas inscrite dans une logique de paix, mais plutôt dans une logique de préparation au conflit. Voilà. C'est comme ça que j'ai souvent déçu des Assemblées générales de l'ONU. Mais à quoi sert l'ONU? C'est une grande question. Je pense que l'OTAN aurait plus d'utilité que l'ONU, mais il semblerait que... Mais dans sa démarche, pardon, je finis là-dessus, mais dans sa démarche hier d'échange avec notamment les pays africains, il essayait de déstabiliser un petit peu ce soi-disant cet impérialisme, ce colonialisme russe. Il essayait de déstabiliser, d'interpeller les dirigeants africains, les dirigeants indiens aussi, en essayant d'ouvrir le G7 au G10, en invitant le Mexique et l'Inde à la table du G10, d'un G7 élargi. Ils ont refusé, ils s'inscrivent dans la BRICS. Donc on voit bien que tous les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron sont vains, en fait. Voilà. Et donc j'ai trouvé une grande déception hier dans cette assemblée. Mais vous auriez voulu qu'ils disent quoi? Qu'il apporte par exemple une proposition de cessez-le-feu. Lorsqu'il y a eu en 2015 les accords de Minsk II, c'était la France et l'Allemagne, faut pas oublier, qui étaient chargés de veiller au bon maintien de ces accords. Donc la France a une responsabilité et la France a déjà été inscrite dans une démarche diplomatique de cessez-le-feu et d'accords diplomatiques. Donc je trouve que on a perdu cette voie. Voilà. Oui, Alexis Poulain. Oui, enfin, ce qu'on voit, c'est la création sous nos yeux d'un monde bipolaire, mais pas de guerre froide, mais vous avez ce qu'on appelle l'Occident d'un côté, et puis les pays de l'Ouest, il a dit hier. Les pays de l'Ouest, voilà, ce qu'on va dire avec sous l'hégémonie du bloc états-unien. Ouais. Et puis en face, vous avez tous ces pays non alignés qui sont des pays maintenant devant. Enfin, quand vous avez l'Inde qui devance la Grande-Bretagne en termes de PIB à l'enterrement de la reine, voilà, le Commonwealth, c'est fini avec Elisabeth II. Donc le monde change totalement et on peut pas continuer de penser, nous, Français, que la France est une grande nation, que l'Europe a une chance dans ce jeu des empires, parce qu'en réalité, on est en train d'être bouffé. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est quelque chose qui avait été écrit dans un rapport de la Rand Corporation sur comment affaiblir la Russie, puisque c'est une obsession des États-Unis depuis des années. Et il y avait l'armement de l'Ukraine et l'accélération de la présence de l'OTAN en Europe. C'est un rapport qui date de 2019, donc bien avant l'invasion russe. Et tout est à l'envi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez la crise du gaz, c'est pour favoriser le gaz liquéfié américain qui va trouver des débouchés qu'il n'avait pas auparavant. C'est le dollar qui se porte très bien, alors que l'économie américaine est dans une même récession quasiment que l'économie européenne, mais le dollar est la monnaie de référence, donc ça va. L'euro est au plus bas niveau depuis sa création. L'inflation en Europe, on n'en parle pas. La dette, on n'en parle plus. Mais on est en train de se suicider pour la troisième fois. Et je vois personne à l'ONU ou autour de la table de négociation vouloir faire la paix. Au contraire, même du côté russe, du côté ukrainien, mais du côté européen, on serait les premiers en fait à vouloir la paix. Parce que il faut rappeler ce que c'est qu'une guerre. C'est des gamins qui meurent, c'est des blessés à vie, c'est des économies qui s'effondrent, des pays rasés, des gens à la rue. C'est lamentable. Et c'est la misère. Et derrière, il y a peut-être la reconstruction, mais ça ne sert à rien. Et à part enrichir quelques oligarques. Enfin, c'est Gabriel Chevalier qui en parle très bien dans son livre La Peur. Mais voilà, il faut arrêter la guerre. Et je ne vois que des belligérants de plateau, je ne vois que des belligérants à l'ONU, je ne vois que des gens qui veulent continuer à aller plus loin. Pourquoi ? Pour l'argent, toujours. Parce que c'est pas derrière les valeurs européennes, je veux bien, on peut les défendre en étant pacifiste, ces valeurs. Oui, mais belligérant, c'est la Russie aussi qui est... Mais la Russie, bien sûr... Mais pour faire une guerre, il faut être deux. Oui, il faut être deux. Bon. Moi, j'ai pas tout à fait le même sentiment en fait à l'écoute du discours d'Emmanuel Macron. J'entends vos arguments et vos interrogations, mais je l'ai pas tout à fait analysé moi de cette façon-là. Dans le sens où j'ai plutôt entendu un discours justement visant à déconstruire la position non alignée d'un certain nombre de pays et notamment rappelant qu'on n'est pas dans la situation de la guerre froide. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. On est aujourd'hui dans une logique où certains
voudrait nous enfermer à savoir la logique des blocs, considérant que c'est un problème de l'Occident, alors que le choix, et je crois d'ailleurs que c'est la formulation exacte d'Emmanuel Macron, c'est la guerre ou la paix en fait. Et rappelant les principes fondateurs de l'ONU, alors la question peut se poser de à quoi sert l'ONU et où on en est aujourd'hui, mais je crois que c'est pas le débat en fait. Le débat aujourd'hui, c'est à un moment, l'ONU s'est construite sur une logique d'appel à la paix et de volonté de faire prévaloir cette paix, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, Vladimir Poutine n'est pas vraiment dans une logique d'apaisement, je suis désolée, il y a quand même eu des appels au cessez-le-feu, il y a eu un certain nombre de négociations qui ont échoué, avec le non-respect aussi des cessez-le-feu humanitaires qui avaient été demandés à certains endroits pour permettre l'évacuation des civils et qui n'ont pas été respectés. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine non seulement organise des espèces de référendums locaux dans les zones occupées par la Russie, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est juste une mascarade visant derrière à faire prévaloir le droit russe sur ces sols-là et considérer que c'est une invasion contre le sol russe et pas contre pour récupérer les parcelles ukrainiennes. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait de la démilitarisation de l'Ukraine par l'OTAN, qui était l'un des accords qui a permis de cesser le feu en 2015 D'accord, mais la démilitarisation aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour, dans la mesure où il y a un pays qui est attaqué, il y a des agresseurs, des agressés. Alors loin de moi d'être dans la pensée binaire de base, c'est pas tout à fait ce que je revendique habituellement, je revendique plutôt le droit à la nuance, mais là en l'occurrence on est dans une situation qui est absolument pas acceptable au nom des valeurs fondatrices de l'ONU et au nom des valeurs que nous défendons en France, qui sont celles des droits de l'homme et le droit de chacun à vivre en paix. Et on va attaquer l'Azerbaïdjan aussi. On va attaquer l'Azerbaïdjan aussi. C'est pas la même situation à ce stade, mais la question bien sûr qu'elle va se poser en Azerbaïdjan. Aujourd'hui il y a une situation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui, parce que par ailleurs je rappelle quand même qu'on achète aujourd'hui du gaz azéri, nous fait peut-être oublier 2-3 petites choses. Mais en l'occurrence, quand il y a des agresseurs et des agressés, je crois que la logique, elle est purement binaire, c'est la guerre ou la paix, et que évidemment qu'il faut des moyens diplomatiques de faire cesser la guerre et qu'il faut appeler à la paix. Évidemment, enfin, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut être dans une logique belliqueuse systématique. Mais là, ce qui se passe en Ukraine, enfin, c'est inacceptable et on peut pas aujourd'hui considérer qu'il faut protéger les intérêts des Américains ou des Chinois. Et d'ailleurs, il a fait référence à l'alliance avec la Chine et il a fait référence au rôle que peuvent jouer un certain nombre d'États qui justement aujourd'hui revendiquent une position non alignée alors qu'ils pourraient infléchir la position russe. Mais ça sera la seule porte de sortie. Moi, je le lis pas du tout de la même façon que vous. Et pour le coup, loin de moi l'idée d'être une macroniste ni de la première heure ni de la dernière heure. Mais pour le coup, j'étais pas choqué par son discours à l'ONU. Au contraire, j'ai trouvé qu'il était plutôt de qualité. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média. Puis je pense qu'on aura l'occasion évidemment de revenir sur ce conflit parce que les choses se tendent très sérieusement depuis hier. Merci à vous. On se retrouve donc pour l'émission Média dans un instant avec Florent Père.